Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de l'histoire des plus grands pays du football. Et là on se retrouve pour, là vraiment pour un grand pays du football hein les Belges. Là on se retrouve vraiment pour un grand pays du football. On va parler de l'Allemagne. Oui, je me suis acheté spécialement ce maillot pour la vidéo de l'Allemagne. Je vais le porter une fois pour la vidéo. Mais pour les abonnés, pour le jeu, bah on compte pas, voilà. Bon, si vous pouviez me rembourser le maillot quand même, ça m'arrangerait hein. Alors on va passer vite fait sur tout ce qui est création, tout ça, on va vous mettre vite fait les anecdotes ici. Donc voilà, création, plus lourde défaite, plus grande victoire, premier match. Comme ça je vais pouvoir parler un peu plus des gros joueurs, parler un peu plus de leur histoire. Mais par contre on va pas passer outre leur palmarès car l'Allemagne est le deuxième plus gros pays titré dans l'histoire du football. Oui oui, nous avec nos 2 étoiles on est vraiment bas niveau hein, par rapport au Brésil ou même à l'Allemagne. Faut savoir que l'Allemagne c'est 4 coupes du monde en 1954, en 1974, en 1990 et en 2014. Rien que ça. Mais bon, si c'était que ça on se dirait ok ça va, c'est que le deuxième pays à avoir gagné le plus de coupes du monde. Mais c'est pas que ça, c'est 3 coupes d'Europe aussi. 72, 80, 96. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est... Voilà. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs pays footballistiquement parlant. Ils faisaient un beau jeu, ils étaient vraiment propres avant. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo de maintenant. Comme pour tous les autres pays, on va parler de 2 gros joueurs, de 2 grosses légendes nationales. On va en parler d'une récente et une un peu plus ancienne. On va commencer par la récente, on va parler de Miroslav Klose. Il a commencé sa carrière en 1998 et l'a terminé sur la plus belle des notes. Il l'a terminé en 2014 en étant sacré champion du monde avec l'Allemagne. On va s'intéresser à son début national. Il a commencé en 2001 et il va tout simplement être le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Il va compter 137 matchs pour 71 buts, donc il est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de son équipe. Et comme si c'était pas assez, et bah il va être le meilleur buteur de l'histoire de la phase finale de la Coupe du Monde. Il est à 16 buts actuellement, toutes phases finales confondues. En fait il était vraiment considéré comme l'un des meilleurs attaquants, un des meilleurs 9, parce que sur les terrains il y a tout le temps des numéros. Et là il était considéré comme l'un des meilleurs 9 de sa génération. Et voilà, 16 buts en phase finale, c'est tout simplement énorme. Ça peut être égalable, il faut jamais dire jamais, hein, les records sont faits pour être battus. Mais actuellement son record est bien au chaud, est bien gardé. Et maintenant, actuellement, il est entraîneur adjoint du Bayern de Munich, où il y a un petit Lewandowski. Voilà, Robert Lewandowski, qui est, pour la petite anecdote aussi, l'un des meilleurs 9 du monde actuellement. Comme quoi, ça se transmet de génération en génération, hein, c'est un truc de fou. Bref, on va passer au deuxième joueur, et là, c'est une légende qui a révolutionné son poste, Franz Beckenbauer. Alors là, tu vas me dire, pour les jeunes qui ne connaissent pas le foot ancien, qui est Franz Beckenbauer? Bah, faut savoir que, avant de faire la vidéo, je connaissais juste de nom. Hein. Là, je fais le malin à me la péter, mais je connaissais juste de nom. Franz Beckenbauer est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, de son histoire. Il a inventé ce qu'on appelle le poste de libéraux. Alors, le poste de libéraux sur une défense, en fait, vous allez prendre un plan. En fait, il va y avoir 2 défenseurs là. Et en fait, le défenseur qui va être derrière les 2 défenseurs centraux va aider à les protéger. Et en fait, il est là pour les couvrir, en fait, pour leur éviter de faire un maximum de déplacements. Et il est là pour les aider. Il gagne 2 titres avec sa sélection. Il gagne l'Euro en 72 et la Coupe du Monde en 74. À la fin de sa carrière joueur, il compte 104 matchs avec l'équipe nationale pour 14 buts, ce qui est vraiment pas mal hein, pour un défenseur. Mais il va pas s'arrêter là, le petit Franz. Le petit Franz, il va se poser, il va se dire, mais attends, moi je veux pas m'arrêter là. Moi j'aime mon pays. Et moi je veux devenir sélectionneur. Mais le mec n'a pas d'XP. Il a rien, il a jamais entraîné. Mais la sélection allemande, elle s'en fout. Elle va le prendre et ça va être un pari gagnant. Parce qu'il va emmener son pays en finale de la Coupe du Monde en 86. Donc là on se dit, bon bah c'est un bon entraîneur, voilà, mais il lui manque le titre mondial. Lui il s'en fout, lui il s'en fout royalement, il continue. Et ce qu'il va faire, bah c'est qu'après la Coupe du Monde en 86, où il fait finale, bah il va gagner la Coupe du Monde en 90 avec son club, avec son pays. Voilà. Donc je pense qu'on peut faire une holla, vous allez faire une holla derrière vous, si vous la faites pas, vous êtes obligé de mettre un pouce bleu. Holla! Non mais même si tu l'as pas fait, derrière ton écran t'es obligé de mettre un pouce bleu, hein, je te le dis tout de suite. T'es obligé! Donc ça c'est un peu mon analyse personnelle, hein, c'est mon analyse sur cette équipe, c'est que l'Allemagne a dominé le monde et l'Europe pendant des années avec leurs joueurs comme Ozil, Kroos, on peut parler aussi de Neuer, mais cette génération est en train de se vieillir. Je peux vous citer l'exemple de la Coupe du Monde 2018 où ils se font sortir lamentablement en poule, même si ça c'est une malédiction, hein. Depuis les années 2000, vous pouvez regarder, aucun champion du monde sortant n'a passé les poules, c'est véridique. Mais ils sont en fin de
de cycle et on a un nouveau cycle qui est en train de se préparer, donc on est en phase transitoire, ce qu'on appelle une phase de transition. En fait, ils sont dans une phase de transition où les jeunes sont en train de prendre la place sur ce qu'on appelle les brise-gards, hein, les vieux, ceux avec de l'expérience. Je vais vous parler par exemple de Leroy Sané, de Serge Gnabry, de Timo Werner, d'Havertz aussi. Ces joueurs-là à vocation offensive qui sont en train de vraiment de prendre la place sur les joueurs, voilà, je vous dis comme Ozil, Kroos, qui sont en fin d'air et qui n'arrivent plus à... Enfin, qui ont du mal et qui ont vécu une sale Coupe du Monde. Et va falloir vraiment faire attention à ce pays pour l'Euro. D'ailleurs, il va falloir faire attention à nos petits Français parce que ils peuvent faire très mal. Si le sélectionneur fait les bons choix, ils peuvent faire très mal. En gros, voilà, c'est mon analyse. L'Allemagne, phase transitoire, mais ils vont revenir très fort et je prédis... Dans les 10 dernières années, vous pouvez ressortir cette vidéo. Dans les 10 prochaines années, l'Allemagne est champion du monde. Je vous le dis, je vous l'annonce. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je l'annonce. Voilà, c'est comme ça, je l'annonce. Bref, on va parler des styles musicaux parce que comme vous savez, avant chaque match en fait, c'est un joueur qui décide de la musique dans le vestiaire. Faut savoir que maintenant, hein, on choisit beaucoup de rap, beaucoup de trucs comme ça là. Et en fait, on a appris dans une interview pendant l'Euro 2012 que Emmanuel Neuer, donc grand gardien du Bayern et grand gardien de la sélection allemande, capitaine d'ailleurs si jamais, lui il a dit dans une interview qu'il écoutait pas voilà, les nouvelles musiques, tout ça. Lui il écoute du hard rock. Et il a expliqué qu'en fait, en tant que gardien, avant un match, c'est hyper important d'évacuer sa nervosité parce que le rôle de gardien c'est le rôle le plus horrible qui existe. Parce que il y a une action que vous la prenez, votre équipe va vous en vouloir à mort. Et je sais, je l'ai attesté, j'ai été gardien de but. Donc en fait il a dit, j'évacue ma frustration avant le match pour rester le plus zen possible et pas me prendre de carton rouge. Donc pour évacuer sa frustration, il écoutait du AC/DC. Voilà, je sais pas si c'est un fun fact, mais moi j'ai trouvé ça assez marrant qu'en fait on apprenne qu'un gardien il évacue sa nervosité, limite il fera pas dans un punching ball, juste il écoute du AC/DC et ça le transporte et ça l'énerve avant le match, et comme ça pendant le match il est d'une sérénité mais sans nom. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Deuxième fun fact, on va l'appeler Ozil le poisson. Alors je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle Ozil le poisson, donc il ressemble à ça à peu près, hein. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'il a tout simplement une tête de poisson. Voilà, il n'y a pas d'autre nom, il a une tête de poisson, j'y peux rien. C'est même pas lui hein, qui s'est donné ce surnom-là, parce que ça serait un peu bizarre de se donner ce surnom-là. En fait, c'est ses coéquipiers qui lui ont donné ce surnom-là pendant l'Euro 2012. Et en fait, il l'a appris 4 ans après. 4 ans après, il a appris que ses coéquipiers l'avaient appelé Ozil le poisson. C'est comme le surnom de Pavard, que tout le monde l'appelle Tuche, je crois, frère Tuche, un truc comme ça. Et en fait normalement c'est vos coéquipiers qui choisissent s'ils vous le disent. Et là, ils l'ont pas dit. Je pense pas que ça a dû lui faire plaisir qu'on l'appelle le poisson, hein. Pauvre Mesut. Oui, parce qu'il s'appelle Mesut aussi. Le pauvre. Il a vraiment pas de chance. On passe au troisième fun fact. Et pour ce troisième fun fact, on va encore parler du pauvre Mesut Ozil. Et on va l'appeler la résurrection. Alors, on va tout d'abord parler d'Enzo Ferrari. Et en gros, Enzo Ferrari, c'est le créateur de la grande marque, hein, voilà, de la marque de voiture, hein, Ferrari. Ce pauvre Enzo meurt en 1988. Un mois après, va naître Mesut Ozil. Et là, tu vois où je veux en venir. Tu vois où je veux en venir, pourquoi je parle de résurrection. Alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Sachez qu'ils n'ont aucun lien parenté, mais c'est un vrai dilemme dans le monde du foot. Les gens pensent que Enzo Ferrari s'est réincarné en Mesut Ozil. Donc voilà, je vous laisse comparer les deux photos, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est un truc de fou, parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'Enzo Ferrari, on aurait pu l'appeler le poisson aussi. Il aurait pu appeler aussi Ferrari Nemo, quoi. Ça aurait été moins stylé quand même, hein. Mais voilà, en gros, il y a une ressemblance. Il y a une réelle ressemblance. Il y en a un qui est mort, et l'autre un mois après qui naît. Et on pense, les gens pensent que c'est une réincarnation divine ou je sais pas trop quoi. Mais il n'y a aucun lien parenté, hein, je vous promets. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu si t'as aimé. Tu lâches ton plus gros pouce bleu si t'as pas aimé. Tu me dis en commentaire quel pays tu veux, si t'as aimé. Voilà, si tu peux partager des anecdotes que je n'ai pas racontées, ça sera avec plaisir. Moi j'adore lire vos commentaires et apprendre. Et sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin qu'on va dire en allemand. Herzlich! Guten Tag, guten Morgen, herzlich. Salut!